une. Le premier, c'est Gary Palanque. Il est broker en immobilier à Miami et à Paris avec consultant immobilier. Et la deuxième, Betty Benzakein, elle est spécialiste en prêts hypothécaires, conventionnels et jumbo pour les emprunteurs internationaux et domestiques. Alors, Betty va parler bien sûr des prêts locaux pour les gens qui habitent aux États-Unis. Elle ne s'exprimera pas forcément pour tout ce qui est prêt à l'étranger. Par contre, ils ont des solutions, donc n'hésitez surtout pas à la contacter en message privé. Je mettrai bien entendu, surtout si vous êtes résident à l'étranger, en dehors des États-Unis. Je vais tout de suite mettre son email dans le chat et puis je mettrai aussi pour les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous pourrez la contacter en privé. Alors, vous êtes un peu plus d'une cinquantaine à avoir pris votre billet aujourd'hui pour la conférence. Donc, vous connaissez le principe. On fait une petite présentation pour vous donner de la matière. Et puis après, vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, que vous soyez sur Facebook, YouTube, LinkedIn ou Zoom, vous posez vos questions et je les pose à nos professionnels. Pour les plus téméraires, alors, j'espère qu'on va entendre votre voix parce qu'on aime bien échanger avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas. Il faut être sur Zoom, en revanche. Vous pouvez lever la main. Donc, en français, c'est lever la main. Si votre Zoom est en anglais, c'est raise hand. Ça se trouve juste en bas là. Et comme ça, vous pouvez, moi, je cache votre nom de famille. On ne vous voit pas, la webcam ne s'active pas. On a juste votre voix. Et vous pouvez poser votre question en toute confidentialité. Donc, n'hésitez surtout pas. On va démarrer avec Gary qui va nous faire un petit point sur le marché immobilier à Miami. Bonjour Gary, comment vas-tu? Bonjour Romain, merci, tout va très bien. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc, je voulais voir un petit peu, alors ce que je voulais vous présenter, ce n'est pas simplement que des chiffres, il y aura toute chose après ça. Évidemment, vous avez entendu qu'en ce moment, l'immobilier à Miami ou en Floride, en tout cas, et même tous les États-Unis, ont pas mal augmenté suite au Covid. Donc, je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui a changé et est-ce qu'il reste encore des opportunités en ce moment en 2022. Donc, pour ce faire, d'abord, on va parler chiffres. Là, je vais prendre un petit peu les chiffres de tout ce que vous voyez en Floride ici. Enfin, à Miami, pardon, Miami-Dade County. Et on va confondre les single-family homes, qui sont les maisons, les appartements et les townhouses. Donc, on va regarder ça tout de suite. Et on va voir que par rapport à mai 2021 et mai 2022, le nombre de closed sales a un petit peu diminué de 10%. On voit aussi les cash sales, un petit peu tout ce qui se passe en ce moment sur le marché de Miami-Dade. Ça ne veut pas dire qu'une niche, attention, il y a des quartiers, donc ça va différer, mais là, c'est lissé sur tout Miami-Dade. Et ce qu'il faut voir surtout dans ce graphe, c'est l'inventaire qui reste. Et on voit qu'en 2021, on avait 4,2 mois d'inventaire qui était sur le marché en actif. Ce qui veut dire actif, vous voulez dire ce qui est les maisons actuellement en vente. Et que maintenant, on n'a plus que 2 mois et demi d'inventaire. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus, qui ont investi, qui ont acheté, même venus vivre sur Miami et toute la Floride d'ailleurs. Et ça a fait augmenter évidemment les prix. On voit en ce moment le marché. Oui, bien sûr. Je peux te poser une question. Quand tu dis les mois d'inventaire, ça veut dire que les maisons restent sur le marché pendant 2 mois à 4 mois, c'est ça? Non, ce qu'on veut dire, c'est par rapport à… Comment dire? C'est combien… Enfin, si jamais on devait racheter… Alors, je ne vais pas être très clair. C'est le nombre de maisons par rapport aux acquéreurs, en gros. On a peu de biens, on a moins de biens par rapport aux acquéreurs qui sont là. Et du coup, avec tous les acquéreurs, on peut liquider l'inventaire en 2 mois et demi. D'accord, c'est bon. Je ne sais pas si je suis très clair. Non, c'est bon, j'ai compris, ouais. Ok, c'est très clair. Non, c'est très clair. Je ne sais pas. De toute façon, si jamais on me reposera les questions, peut-être j'essaierai d'être un peu plus clair après. Donc, ça étant dit, est-ce qu'il reste encore des opportunités à Miami? Est-ce que
il y a des choses à faire, je dirais oui, puisque de toute façon, le marché américain a tendance à toujours être… on a eu évidemment la crise de 2008, mais après ça, on a une courbe qui monte quoi qu'il arrive au fur et à mesure des années. Après, ça dépend où on achète, ce qu'on achète, c'est toujours pareil, où on soit dans le monde, faut faire attention aux quartiers, aux écoles, aux, aux produits et à tout ce qu'il faut, tout ce qui fait que l'acquisition qu'on fait est une bonne acquisition. Je voulais parler aussi après les stats, parce que en fait, j'ai pas de boule de cristal, je vais pas vous voir. Si vous attendiez une réponse à qu'est-ce que ça va devenir demain, je vais avoir du mal à vous répondre parce que, mis à part qu'on a une tendance qui augmente tout le temps, est-ce que ça va faire un autre saut comme on a eu après le Covid? Je pense pas, mais je pense que est-ce qu'on va avoir une baisse? Je pense pas non plus, mais une stagnation peut-être, hein, et sur un petit temps, parce qu'on voit que les choses ici en ce moment sont en train de se calmer. On a plus d'opportunités grâce à ça. C'est-à-dire qu'au lieu qu'une maison soit, on se jette tous sur une maison et qu'elle soit sur le marché que 4 jours et qu'il y a une multitude d'offres, on voit que maintenant, elle reste un peu plus sur le marché, et ce qui fait qu'on peut avoir un meilleur deal que ce qu'on pouvait avoir il y a déjà, on va dire, 3-4 mois. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu aussi comment ça se passait pour nous côté agent, realtor ou broker. On fait partie d'une association qui s'appelle les Realtors. En règle générale, on n'est pas obligé, mais si on en fait partie, on a quelque chose qui s'appelle le MLS System. Et c'est là où tous les agents qui ont un mandat exclusif vont pouvoir mettre leur mandat sur le MLS et partager leur mandat avec tous les autres realtors qui se trouvent et qui pourraient être intéressés sur l'État de Floride. Ça permet d'avoir tous les biens à un endroit. Encore, c'est des mandats exclusifs et en général, ça représente à peu près 95% de tous les mandats qu'on a sur la Floride et je pense les États-Unis. Sans quoi, s'il n'est pas exclusif, on ne pourrait pas le mettre sur MLS. Donc, la recherche qu'on fait, par exemple, on se retrouve sur ça. Et voilà ce que c'est que le MLS, pour ceux qui ne l'avaient pas vu jusqu'à présent. Ça nous permet de faire n'importe quelle recherche sur n'importe quel produit. Donc, on peut mettre une fourchette de prix. Je vais vous montrer. Donc, on va dire qu'on va faire de 800 000 à 1 200 000 $. On va dire, par exemple, qu'on veut au minimum 3 chambres. Mais s'il y en a plus, c'est pas un souci. Et on peut, comme ça aussi, tout, si on veut une piscine, pas de piscine, tout regarder, enfin, affiner au maximum la recherche pour pouvoir, nous, ensuite, vous envoyer ce qu'on a trouvé et ensuite décider de ce qu'on va voir ou pas voir. Là, j'ai mis, si vous voyez, actifs, donc c'est celles qui sont en vente, celles qui vont bientôt être sur le marché et celles qui sont actives, mais sur lesquelles il y a un contrat dessus. Et si on met active avec contrat, ça veut dire qu'ils acceptent les backups, les contrats. Si jamais le premier contrat ne se passe pas, ils acceptent qu'on puisse ils acceptent de faire visiter la maison pour qu'on puisse, nous, de notre côté, avoir la possibilité de pouvoir faire un backup si jamais le premier contrat ne va pas jusqu'au bout. Donc, on va regarder un petit peu. J'aime bien regarder par map. Donc là, on est principalement Miami. Donc, ceux qui ne connaissent pas très bien, on est à North Beach, Aventura un peu plus haut. Ici, on va descendre de plus en plus. On va voir Miami Beach. On va voir ensuite ici Coconut Grove, Brickell, Key Biscayne. Je suis étonné qu'on voit quand même il y a 2 unités sur Key Biscayne à ce prix-là. Je suis assez étonné. Coconut Grove, South Miami, ici, et Coral Terrace avec West Miami et Coral Gables. Donc, on voit un petit peu qu'il y a quand même pas mal de propositions aux alentours de ces prix-là. Là, je vois que j'ai 5 chambres, 2 salles de bain. Je vais cliquer dessus et ça nous permet tout de suite de voir les photos. Donc, elle n'est pas… c'est un mauvais exemple parce qu'elle n'est pas top, mais en général, voilà, c'est ce qu'on peut trouver sur le MLS. Et donc, c'est à nous, Realtor, ensuite de faire le ménage et de trouver un petit peu ce qui est bien ou pas bien par rapport à vos critères à vous. Et au fur et à mesure où on vous envoie des choses,
nous, on essaie de s'actualiser aux critères. On vous envoie de plus en plus des choses qui collent à ce que vous recherchez réellement. Donc, voilà une. Donc, celle-ci est à vendre à 1,1 million, par exemple. On voit qu'elle fait à peu près 140 mètres carrés. Elle a 3 chambres de salle de bain. On est Coconut Grove. On voit, ce qui est important ici, on voit que ça fait 69 jours qu'elle est sur le marché. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a 4 mois. Ça allait beaucoup plus vite. En tout cas, si le produit était bien. N'hésite pas, Romain, si tu as des questions sur les trucs que je passe là, en même temps, si on te les pose, tu n'hésites pas à m'arrêter. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur ça? Alain, Anne, Christina, Gérard, Mali, Mariano, Pierre, Valérie, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Sinon, on continue. Ce que tu me disais quand on préparait ce live, c'est il y a pas mal d'écoles françaises, à la fois privées et publiques, dans cette zone-là. Exactement. Il y en a, alors juste là, donc Coconut Grove, South Miami, il y a une école qui s'appelle Sunset Elementary, qui est très bonne. Il y a Carver Middle School, il y a Coral Gables High, qui fait le IB programme. Ça, c'est pour celles qui sont publiques. Après, il y a Gulliver, pour celles qui sont privées, plus vers ici, vers Pinecrest, High Pines. Il y a Ish, qui va se retrouver en haut, plus vers la 8e, qui est à peu près là, Ish, je crois. Donc, c'est vrai qu'ici, il y a quand même pas mal de Français, il y a quand même beaucoup de gens. Je n'ai pas le droit de faire de steering, mais il y a beaucoup de gens de Français qui aiment habiter ces quartiers-là, surtout par rapport au public. Les écoles publiques sont vraiment très bonnes. Le privé aussi, mais les écoles publiques sont vraiment canons. Voilà, avec, je crois, Ish, qui a un programme de français-anglais bilingue. Oui, complètement. C'est-à-dire, quand on est à Ish, on a la possibilité de. Ensuite, si c'est un projet pour 2 ans, c'est un expat qui est là pour 2 ans, les enfants ne vont pas louper sur leur éducation et vont pouvoir retourner en France ensuite et continuer leur éducation. D'ailleurs, je crois qu'ils ont eu 100% au bac, il me semble. Ce que j'ai entendu. Enfin. Voilà. Mais ils ont une très bonne réputation. Ouais. Après, évidemment, là, on avait fait une recherche, il y a aussi les condos, donc par exemple, les appartements. Il y a beaucoup de choses. Alors, j'entends aussi beaucoup de choses se dire sur les appartements par rapport aux maisons. Moi, ce que je vois, c'est que, et surtout les appartements par rapport aux charges. Ce que je vois en ce moment, c'est vrai qu'un investissement, quand on achète de la terre aux États-Unis, elle a tendance à monter progressivement et être de plus en plus. Et c'est vraiment. Le terrain va vraiment augmenter au fur et à mesure des années. Le condo, c'est un peu moins, mais il augmente aussi, ça peut augmenter. C'est ce qu'on a vu là avec le Covid. Mais c'est régi un petit peu différemment. Après, dans le condo, on achète quand même un appartement qui est régi par une association. Cette association peut décider d'augmenter les charges et de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Donc, l'idée, c'est quand même de se mettre, on n'est pas dans le board, mais de suivre un petit peu ce qui se passe dans le condo. Et c'est bien aussi de voir des condos qui ont duré un petit peu plus dans le temps, on va dire. Pas tout neuf, hein, ce qui permet de voir un petit peu comment ils gèrent au fur et à mesure des années et de voir un petit peu si c'est sérieux et si c'est bien fait. Et en général, si on regarde tout ça, il n'y aura pas de problème. Alors, les charges par rapport au condo, par exemple, ce condo-là, on va dire que, cet appartement-là, on a les charges tout de suite, hein, on va pouvoir les voir, elles sont là. Donc, on a un association fee HOA ou charge de 1 387 $, qu'on va payer par mois. Si on prend la maison que je vous ai montrée tout à l'heure à 1,2 million, ça va être un peu kiff-kiff parce que quoi qu'il arrive, il faut prendre une assurance. Et ici, les assurances coûtent cher. Et je vais dire que pour une maison d'1,2 million, on sera à peu près à 14 000 à 15 000 d'assurance pour la maison, et ce qui couvre le prêt, si jamais vous avez besoin d'un prêt. Et là, Betty pourra peut-être vous en parler.
Mais en général, c'est un petit peu kiff-kiff. Donc voilà. Gary, oui. On a une question de Gérard qui demande quelles sont les claires tendances entre les périodes pré- et post-Covid? Quelle est la tendance moyenne de variation en pourcentage? La tendance moyenne de variation, c'est-à-dire, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que, alors, avant le Covid, qu'est-ce qui s'est. Ouais, je dirais, ok, je comprends. Ça dépend des biens, mais la moyenne, ce serait peut-être 30% d'augmentation sur les biens. Si c'est bien ça la question. Ouais, entre pré-Covid et post-Covid, 30%, c'est ça? Ouais, à peu près. À peu près, ouais. J'ai vu des maisons qui ont été achetées, on va dire même en 2020, 1 million, et elles sont parties là, 1,8 million. Maintenant, ça dépend de plein de choses. Ça dépend. Est-ce que la personne qui a eu la maison pendant ce moment-là a fait des travaux? Combien il a mis dans ses travaux? Donc, on voit un peu de tout. Après, il y en a d'autres qui essayent vraiment d'obtenir un maximum et les maisons restent sur le marché, ce qui n'est jamais bon. Mais la tendance, je dirais, ouais, c'est à peu près 30%. Ouais, parce qu'il y a pas mal de gens ici qui n'hésitent pas ils achètent la maison, ils rasent et puis ils en refont une autre, hein, c'est ça? Donc, ouais, ça c'est ouais. Et là, c'est plus du tout la même chose. Quand on fait, si on refait, d'abord, ça a coûté de l'argent. Après, peut-être que le terrain, effectivement, vaut beaucoup plus et ce serait plus intéressant de raser la maison et de faire quelque chose de complètement neuf. Mais du coup, on ne peut pas plus les comparer. Je ne peux plus dire 30%. Enfin, ce serait, d'abord, ce serait beaucoup plus, mais je ne pourrais pas dire que c'est une vraie tendance. Voilà, en général, et aussi, la rénovation coûte plus cher qu'une construction. Ce que je peux dire ici, c'est un petit peu ça. Ouais. Peut-être moins aujourd'hui avec le problème de l'acheminement de certains produits type bois, mais en général, c'est ce qu'on voit. Vaut mieux construire que rénover. Et encore, ça dépend du bien. Il y a plein de différences et plein de biens différents et plein de terrains différents et plein d'endroits différents dans Miami. Donc, et pas mal de matériaux différents aussi dans la construction. Dans la construction, ouais, aussi, bien sûr. Ouais. Ok, parfait. Si vous avez d'autres questions, Gérard, vous n'hésitez pas. J'espère que j'ai bien répondu. Je voulais parler, donc là, je vous ai montré un petit peu comment le MLS, comment ça se passe un petit peu quand on est un realtor et qu'on utilise le MLS. Je voulais vous parler aussi un petit peu de ce qu'on voit moins. En tout cas, on ne le voit pas tant qu'on n'a pas fait d'offre. C'est un contrat. Et dans ce marché qui est un petit peu particulier, je pense qu'une bonne offre fait que on arrive à faire accepter le vendeur plus facilement une bonne offre qu'une mauvaise. Donc, sur un contrat, les contrats, ce n'est pas nous qui les écrivons, on utilise des contrats type de Floride qui sont régis par l'Association des realtors de Floride. Et on n'est pas avocat, on est juste agent immobilier. D'ailleurs, on n'est pas comptable non plus, on ne s'occupe pas de ça, mais on peut remplir certaines cases que vous allez voir sur le contrat. Et en général, je conseille toujours d'avoir un avocat. L'avocat va dans le title company étant le notaire, l'équivalent un petit peu du notaire. Et en général, où on peut prendre, et quand on est acquéreur en tout cas, on choisit le notaire qu'on veut utiliser. Et dans ces cas-là, dans ces offices notariales, il y a aussi l'avocat qui peut vous représenter. En général, ça coûte à peu près $900. Un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépend des title company. Et je pense qu'il faut passer en privé parce que c'est lui qui devient responsable un petit peu de tout ce qui se passe. Et chaque clause du contrat où on peut rajouter du langage sera vérifiée par lui. Et du coup, ça permet d'avoir quand même une transaction beaucoup plus smooth, je pense. Où on est en confiance, en tout cas. Et en ce moment, les offres, là, je vous ai fait, c'est comme si c'était une offre. C'est une offre que j'avais reçue pour une maison. J'ai caché l'adresse, évidemment, et les noms. On m'avait fait une offre de 805. On m'avait dit
il y a quelques petits endroits dans le contrat où il faut montrer certaines choses. Et la première, c'est le premier dépôt qui est en général fait au bout de 3 jours. Alors maintenant, vous allez me dire, 3 jours, je suis en France, je viens de choisir pour la maison, enfin, en tout cas, je suis ici, je viens de visiter la maison, il faut que je emmène mon argent de la France, comment je vais faire, etc. Alors, c'est pas tout le temps 3 jours, on peut mettre 5, 6, 7, mais plus on s'éloigne de ces 3 jours, et moins le vendeur va se dire, oh là, qu'est-ce qui se passe? L'idée du vendeur, c'est d'aller au plus vite possible. Donc, il faut lui montrer aussi simplement qu'on a envie d'enlever toutes les conditions suspensives de ce contrat le plus rapidement possible, mais aussi qu'on s'implique dans le contrat. Donc, ici, par exemple, c'est un chiffre de 15 000 qui n'est pas trop mal sur le premier dépôt, sur le montant de 805. C'est en général ce qui se fait. Là, c'est peut-être un peu plus haut que d'habitude. Mais voilà, donc cet argent va dans un compte escroc. Alors, un compte escroc, c'est un compte séquestre. Et il est gardé par votre notaire sur ce compte séquestre. On fait un deuxième dépôt. Là, il a mis au bout de 10 jours, ce qui n'est pas forcément bon. Il ou elle, d'ailleurs, je ne sais plus. Et ils ont mis, en tout cas, au bout de 10 jours, ce qui n'est pas forcément bon. Et je vais vous montrer pourquoi après. D'abord, c'est long. Et ce deuxième dépôt va ensuite aller, pareil, sur le compte séquestre. Il est en train de nous dire qu'il fera 80% de financement. Donc, il va mettre 20% de la somme, lui, de sa poche tout de suite, et la banque va rajouter les 80%. Ce sont des choses, là, par exemple, dans le marché actuel, 80%, ce n'est pas suffisant. Je pense que c'est toujours bien pour un vendeur de voir quelque chose d'un peu plus haut ici. On va dire 30% serait mieux. Il serait plus conforté par rapport au fait qu'il y a plus de cash de cash qui rentre dans la transaction. Donc voilà. Ici, on voit au bout de 10 jours, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est un peu plus bas. Il y a une période d'inspection. Alors, la période d'inspection, c'est là où on va pouvoir vous… voilà, ici. Ici, ils mettent 7 jours pour l'inspection. On a le droit d'annuler tout le contrat sans aucune précision particulière. Juste, on n'a plus envie pendant ces 7 jours. C'est votre droit de rétractation. Et pendant ces 7 jours, on va faire ce qu'on appelle une inspection et on va la faire le plus rapidement possible pour enlever tous les problèmes qu'il peut y avoir dans la maison ou tous les doutes qu'on peut avoir sur la maison. Donc, il y a un inspecteur qui vient, on contracte. Ça coûte, alors, ça dépend de la grandeur de la maison, mais ça coûte entre, 700 et 1500 $. Tout dépend de ce qu'on fait aussi. Ici, il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention, type mold, qui est, la moisissure, comme il fait très chaud et très humide, il faut faire attention à tout ce qui est dans les climatisations, il y a plein de choses, je ne vais pas m'étaler là, mais en tout cas, l'inspecteur vient, nous fait un rapport. Par rapport à ce rapport, on regarde ce qui a été noté. Et si jamais on prend ensuite d'autres inspecteurs plus spécialisés, par exemple, s'il y a un problème avec la piscine, et qui va nous faire une inspection de la piscine, et tout ça dans les 7 jours. Ce qu'on veut avant, vous voyez, si ça avait été laissé blanc, ça aurait été 15 jours. Avant, c'est vrai qu'on laissait 15 jours, et dans ce marché actuel, on essaye, encore une fois, de réduire au maximum cette période-là. Ce qui ne nous empêche pas de faire nos inspections. À partir du moment où c'est un peu pris en avance, c'est toujours bien quand votre realtor voit qu'on arrive à un moment où il est possible d'avoir une signature des deux parties. C'est toujours bien d'appuyer un petit peu avant, comme ça on a une place le plus rapidement possible. Et là, ce qui m'embête sur ce contrat, par exemple, typique, c'est qu'on a 7 jours pour faire l'inspection et le deuxième dépôt, il va être fait qu'au bout de 10 jours, alors que normalement, ça devrait être au 8e, juste après. Voilà. Mais c'est des petites choses qui montrent à quel point ça va être, on va dire, à quel point notre contrat peut plaire aux vendeurs. Et en ce moment, je peux vous assurer que c'est important. On a aussi la date où le temps qu'on donne à l'acquéreur d'accepter cette offre ou pas. Avant, c'était toujours 48 heures, maintenant c'est un peu plus de 24.
C'est une petite différence. Et ensuite, il y a évidemment la clause de financement, donc qui est suspensive. Évidemment, vous êtes pas si vous n'avez pas votre prêt, vous récupérez les dépôts que vous avez mis qui sont en escroc. Mais il faut voir que, par exemple, c'est toujours bien d'être approuvé, d'avoir son loan approval en 21 jours. Alors, c'est là où moi, j'appelle Betty, par exemple, et je lui dis en combien de temps est-ce que tu penses que cette personne peut être approuvée. En général, il faut que la personne soit très réactive pour donner les dossiers, pour donner tout ce qui est important et qui permet d'avoir le loan. Et c'est vraiment super si on arrive à réduire ici pour que en gros, il faut lever toutes les conditions suspensives du contrat le plus rapidement possible pour que le vendeur trouve ça sexy. C'est aussi simple que ça. Et il y a plein d'endroits sur les contrats, alors, ça fait 12 pages, il y a plein d'endroits sur les contrats où justement on peut jouer avec ça. On a aussi des documents tout le temps à vous donner. Le lead paint, c'est la peinture sur le plomb qui a été fait avant 1978. Et il faut toujours disclose ce genre de choses. Donc, c'est toujours là si la maison ou l'appartement a été construit avant 1978. Là, vous allez voir, il y a un Miami Dade Special Taxing District. En gros, là, je rentre peut-être un petit peu trop dans les détails, mais il y a une taxe spéciale dans la zone où vous êtes parce qu'ils viennent ramasser comment ça s'appelle, des déchets qui sont un peu plus gros, type vous voulez vous débarrasser de votre télé, etc. Donc, il y a un endroit dans votre voisinage qui est dédié à ça et du coup, ça va coûter un peu plus cher. Là, par exemple, pour ça va être dans les alentours de $200 par an en plus et que tout le voisinage paye pour avoir ce service. Voilà. Les encombrants. Les encombrants, merci beaucoup. Je l'avais oublié. Donc, voilà un peu par rapport au contrat. Et je pense que c'est vraiment très important en ce moment de pouvoir comprendre ces choses-là. Voilà. Que dire de plus? Ben non, je pense que j'arrive… Ah si, il y a une chose peut-être, une dernière, c'est quand vous achetez une maison et que vous faites un prêt, il va y avoir quelque chose qui s'appelle l'appraisal contingency. Je pense que c'est important de le souligner. Donc, en gros, la banque contracte quelqu'un qui va venir estimer la maison. Et ça, c'est pour protéger les gens justement de ce qui s'est passé en 2008, où on pouvait obtenir des prêts comme ci, comme ça, pour n'importe quel bien que vous pouvez vendre à n'importe quel montant. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette crise. Maintenant, les banques font attention, et d'ailleurs, c'est bien pour vous, à ce que lorsque vous achetez bien au prix du marché et pas plus haut. Donc, cette personne va venir faire l'évaluation de la maison. Alors, il est dit que l'appraising, c'est une science, c'est un art et pas une science. Ils font 2-3 ans d'études pour pouvoir faire ça. Il y a tout un mode de calcul qu'ils utilisent et ils viennent estimer la maison. Imaginons qu'ils font une estimation plus basse. Il est important d'avoir ce document, de rajouter ce document dans le contrat qui vous dégage de toute responsabilité. Et ce n'est pas automatique dans le contrat et il faut le rajouter. Voilà. Et maintenant, je vais peut-être laisser parler Betty. Super. Merci, Gary. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Gary, vous pouvez les écrire maintenant et on va écouter Betty qui va nous expliquer un petit peu comment on se fait financer une fois que Gary nous a trouvé le bien de nos rêves. Eh bien, merci Romain, merci Gary, tu as été top. J'ai adoré la présentation, c'était très différent et très informatif, même pour moi. C'est gentil, merci. Eh bien, voilà, alors comme Romain a dit, une fois que vous avez trouvé votre maison de votre rêve avec Gary, eh ben, c'est à ce moment-là que j'arrive avec les solutions de financement. Donc, je vais parler de 3 différents types de clients. Donc, d'abord, je vais parler des clients classiques américains ou qui ont une carte verte et qui sont aux États-Unis, ça fait plus que 2 ans. Donc, pour ce genre de clients-là, on peut leur offrir jusqu'à 80% de financement sur leur maison principale. Bien sûr, pour n'importe quel produit, il faut toujours que vous ayez tout ce qu'il faut
pour être approuvé, c'est-à-dire que vous avez assez de revenus, que vous avez un bon crédit, que vous avez des actifs pour mettre le 20% de down payment ou de combien vous voulez mettre. Donc, ça, c'est plutôt classique. Nous, l'offre aussi à HSBC, c'est que le crédit, le mortgage est toujours au nom personnel, et le titre de la propriété peut être soit sur le nom personnel, soit sur une US LLC ou corporation. C'est votre choix. Donc, bien sûr, on offre aussi du financement pour des maisons secondaires et pour des maisons d'investissement locatif. Maintenant, donc ça, c'est plutôt classique. On a aussi tout genre de produits, soit des produits fixes, soit des produits armes. Bien sûr, comme tout le monde sait, les taux ont monté, mais les gens continuent à acheter. C'est comme ça et on a les différents genres de produits. Maintenant, juste quelque chose qui est important, c'est que si vous décidez d'acheter un condo au lieu d'une maison, donc toujours vérifier avec moi si le building est approuvé par HSBC, parce que pas toutes les banques donnent des financements dans tous les buildings, et en général, c'est pour votre protection. On s'assure que tout le monde paye leurs common charges, que c'est un bon building et tout. Et j'ai une liste déjà préfaite pour être sûr que le building est approuvé. S'il n'est pas approuvé, ce n'est pas un big deal. On peut faire la review du building et après, on sait ce qui se passe avec le building. Maintenant, là où on est un peu plus spécialisé et différent, c'est pour les clients, par exemple, qui se sont fait transférer de leur pays. Par exemple, vous habitez en France et vous vous faites transférer par votre travail aux États-Unis. Vous venez d'arriver, vous n'avez pas de... Ici, tout va avec 2 ans. Vous n'avez pas 2 ans d'historique pour votre numéro d'assurance sociale américain. Vous n'avez pas de credit score. Vous n'avez pas encore le 2 ans d'historique dans votre travail aux États-Unis. Et là, c'est là où ça devient un problème. Il y a très peu de banques qui travaillent avec les clients comme ça. Donc, nous, on a la solution. On peut vous offrir jusqu'à 80% pour la maison que vous allez acheter. On a d'autres façons de faire que de vérifier avec votre numéro d'assurance sociale. On a des numéros vérifier avec, on fait un International Credit Report. On a nos façons de faire. Et là, on peut aller jusqu'à 80% de financement. Bien sûr, toujours la même chose, vous devez être qualifié par rapport à toutes les autres choses, à votre revenu, à votre actif et à votre crédit. Mais au moins, vous avez cette solution-là. Bien sûr, avec le visa qui vous donne le droit de travailler aux États-Unis. Ensuite, nous avons une autre catégorie tout à fait différente. Ce sont pour les clients qui habitent et qui travaillent à l'extérieur des États-Unis. Alors, par exemple, ils peuvent habiter et travailler presque n'importe où dans le monde et acheter presque dans n'importe quel État aux États-Unis. Et pour ça, on a aussi des solutions. À cause des directives transfrontalières, des cross-border guidelines, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais définitivement, de toute façon, ça change de pays à pays. Donc, définitivement, vous m'envoyez un petit email, on set up un temps pour se parler, je vous expliquerai tous les détails, dépendamment de quel pays vous êtes et tout ça. Et Romain, bien sûr, il a déjà partagé nos contacts, mais il va les envoyer aussi. Aussi, pour les gens qui décident de payer cash, qu'ils achètent un appartement cash parce qu'ils se disent ils sont des acheteurs plus forts et que leur offre va être acceptée plus facilement. Donc, on a aussi cette option-là. Presque dans tous les cas, vous pouvez acheter cash et après, on vous fait ce qui s'appelle un cash out. Mais une fois encore, c'est toujours mieux de discuter avant de faire n'importe quoi parce que chaque cas est différent et il faut vraiment d'abord discuter pour voir où vous en êtes. Aussi, une fois après que vous avez pensé si vous voulez acheter en Floride, vous parlez à Gary, vous voyez un peu si vous allez plus acheter un condo, une maison, quel genre de prix, tout ça. Ce qui est très important, c'est de faire un pre-approval d'abord avec la banque. Alors, ça ne vous coûte rien. On fait un pre-approval, on voit jusqu'au maximum que vous pouvez acheter. Et là, de toutes les façons, Gary, le realtor, il a toujours besoin de ce pre-approval pour émettre votre offre. Parce que sinon, il n'y a personne qui va prendre ça au sérieux. Voilà, c'est
à peu près tout. Je sais que c'est beaucoup de choses pas trop approfondies, mais parce que vraiment pour le financement, ça dépend vraiment de chacun de sa situation personnelle. Donc, ça me fait toujours plaisir de parler avec les gens en particulier. Personne ne veut dire comme ça combien ils font, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Alors, donc, ça peut être très, très personnel. Voilà, on est prêt à vos questions et ça nous fait toujours plaisir. Merci Betty, top. Du coup, on avait Anne qui demandait comment on peut avoir du coup accès à ce que tu nous montrais pour voir qu'est-ce qui est disponible sur le marché aujourd'hui, Gary. Le mieux, alors, pour avoir accès à ce que je vous ai montré exactement, il faut avoir une licence et être enregistré au sein des Realtors. Maintenant, il y a autre chose, il y a Zillow qui est très bien et qui fait à peu près la même chose. Parfait. Et pour avoir un petit peu plus pour voir de manière plus générale, il vaut mieux mettre des prix, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais de 300 000 à 1,5 million et on verra de plus en plus de choses qui vont, ça va être populé et donc du coup, vous allez voir de plus en plus de choses actives sur le marché. Et pareil, mes Zillow marchent très bien. Parfait. Anne avait une autre question. Elle demandait si tu étais spécialisé sur Miami ou si tu sortais un petit peu partout dans la Floride. Alors, oui, en Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, c'est à peu près tout, on va dire. Ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parfait. Si jamais, je pense que Anne peut te contacter en direct si elle a des questions sur des zones spécifiques et puis voir si tu peux l'aider ou peut-être la référer. Bien sûr. J'ai mis dans le chat l'email de Gary et l'email de Betty. Donc, n'hésitez pas à le recopier. Et si jamais, on l'envoie toujours. Hein, donc, après, vous savez très bien que tous les webinaires de French Morning sont enregistrés. Je le redis à chaque fois parce qu'on me demande souvent, on m'envoie des mails pour avoir les replays. Ils sont enregistrés. Vous les avez sur frenchmorning.com en page d'accueil. Vous les avez sur YouTube, sur le French Morning de YouTube. Vous les avez sur Facebook, le French Morning, le Facebook de French Morning, disponible en replay, tous nos webinaires depuis le premier jour du Covid. Donc, n'hésitez pas à retourner faire un tour dans les sections vidéo et vous les verrez facilement. Alors, on avait des questions sur Facebook. On a Monique qui demande est-ce qu'il y a des frais de notaire en Floride? Alors, oui, il y en a. Alors, de notaire, même, on va dire que c'est à peu près. Alors, ce n'est pas sur un pourcentage, c'est beaucoup moins que ça. Et on va dire que c'est à peu près. Ça dépend vraiment. Enfin, ça dépend du notaire. En général, c'est aux alentours de $2 000, je crois. Parfait. Mais il y a surtout des taxes à payer aussi. Voilà. C'est ça qui va monter. Et s'il y a un prêt, il y a aussi mais ça, Betty pourra mieux en parler que moi, mais il y a aussi des choses à payer là-dessus. Il y a des frais de banque. Il y a des frais de banque qui sont pas énormes. Qui sont pas énormes. Voilà, dépendamment du produit et du prix d'achat et tout ça. Et c'est pas énorme. Parfait. On a Shadia qui demande combien faut-il prévoir en apport? Est-ce que c'est pour un achat pour une maison principale ou pour un achat locatif? On n'a pas la précision, mais peut-être que Shadia va nous l'envoyer. Oui, encore une fois, ça dépend. Si le client est américain, il peut mettre en général 20% d'apport. Il y a même d'autres produits où vous pouvez mettre juste comme 4 ou 5%. C'est un différent genre de produits de financement. Et encore une fois, ça dépend si le client est américain ou pas. Tiens, Shadia était téméraire, elle a levé la main, donc je lui donner la parole. Shadia.
Elle est en mute. Il faut juste qu'elle active son micro et je pense que… Ça y est, vous m'entendez? Oui. Parfaitement. Bonjour. Oui, en fait, ce que je voulais savoir, c'était plus à l'achat. Alors, juste pour donner un peu de contexte, j'ai déménagé l'an dernier dans le Michigan dans le cadre d'une expatriation familiale. Donc, c'est mon mari qui a été muté. Et au vu des loyers qui sont assez élevés en location, on s'est dit qu'il valait quand même mieux envisager d'acheter plutôt que de mettre $4 000 tous les mois dans une loc. Et on se demandait justement tous ces sujets à quel niveau de crédit score on en est. Enfin, moi, je ne comprends rien, honnêtement. Je regarde à chaque fois sur la Chase où j'en suis. Il me met que je suis en good, mais je ne sais pas en good en quoi. Je ne sais pas ce que ça me permet d'emprunter, etc., etc. Donc, c'est un système qui ne m'est pas du tout familier. Mais néanmoins, ce qu'on voulait aussi savoir, c'était, en France, on sait qu'il faut tant d'apports avant d'aller voir la banque pour commencer à discuter d'un emprunt. Donc, ici, ça se passe comment? Alors, oui, absolument. C'est tout un autre système quand même, par rapport à… Alors là, c'est vraiment l'inverse de l'Europe. Donc, en général, si vous êtes ici, ça fait peut-être un an, à peu près un an, donc vous n'avez pas eu le temps de construire un très bon crédit, mais ça va. Avec nous, it's okay. Et vous pouvez mettre à peu près, vous devez mettre normalement 20% down et on vous prêterait 80%. Mais encore une fois, ça va dépendre. C'est qui travaille? C'est votre mari? C'est vous? C'est mon mari qui travaille. Moi, jusqu'à août, je ne peux pas travailler parce que j'ai pris un congé sabbatique sans activité rémunérée. Mais a priori, dès la rentrée, je vais pouvoir également contribuer. C'est ça. Donc, pour l'instant, en juillet… Pour l'instant, oui. À ce jour, c'est que mon mari qui travaille. C'est ça. Alors, dépendamment de son revenu et tout, pour être sûr qu'il peut être approuvé jusqu'à 80%. Mais définitivement, appelez-moi après l'appel ou envoyez-moi un email et on prend un petit 20 minutes pour se parler. Je peux vérifier tout, je peux review. Ok, parfait. Ce serait super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, Shadia, d'avoir… Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Avec plaisir. Ok, parfait. N'hésitez pas à lever la main, c'est toujours sympa. Les gens sont très timides, mais voilà, pour l'instant, on n'a mordu personne en 2 ans de webinaire. Donc, je retourne sur mes questions Facebook. Alors, pouf. Ah oui, ça c'était Michel qui demandait, y a-t-il une taxe foncière en Floride? Ah oui. Oui, il y en a une. Et en général, alors, la manière dont elle est calculée, donc il y a les évaluateurs de la ville dans laquelle vous êtes en Floride qui va évaluer votre maison et votre terrain. Tous les ans, c'est réactualisé et de là, vous allez payer la taxe. C'est la taxe foncière ou propriété? Propriété. Je sais, ouais, ici, on appelle ça une taxe de propriété. Et du coup, on va… et c'est à peu près… Alors, il y a un calcul un peu tout bête. On prend la valeur de la maison. Par exemple, si c'est 1 million, on enlève 20%. Donc, c'est 800 000 et on prend 2% de ces 800 000. Ça fait 16 000 à l'année. Parfait. J'ai vu qu'on avait une question dans le chat. Voilà. Ah oui, parce que souvent, Betty, quand tu dis américain, ça peut être, c'est surtout résident fiscal aux États-Unis. Hein. Exactement, résident. Tout à fait. Ouais. On n'a pas forcément le passeport américain. Ouais. Donc, la question vient de Brigitte. Elle nous demande, donc elle est américaine, donc passeport, je suppose. Son frère ne l'est pas et ils veulent acheter une maison ensemble. Ou peut-être un condo. Comment peut-il être sur le deed? Le deed, alors je ne suis pas expert, mais je pense que ça veut dire titre de propriété. Ça veut dire, s'il veut être juste sur le deed, bien sûr, c'est une question pour l'avocat. Peut-être Gary aussi peut répondre, mais en général,
il n'y a pas de problème de l'ajouter. Tu en penses, Gary? Alors oui, ou sinon ils peuvent faire ça sous une LLC et vous êtes les deux members de la LLC. LLC qui est une Limited Liability Company. C'est une société, c'est un petit peu l'équivalent de la... en France, ça s'appelle... SCI, je crois. SCI, exact. Brigitte a levé la main, elle va nous donner quelques compléments d'information. Peut-être plus pour Allô. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, merci. Oui, c'est plus facile de parler. En fait, je suis américaine résidente à San Diego, en Californie, donc pas à Miami, mais je voulais acheter un bien avec mon frère qui, lui, n'est pas américain et n'est pas résident américain non plus. Donc, je ne sais pas au niveau, donc il vaudrait quand même apporter un apport financier. Moi, je peux mettre tout le down payment, mais il pourrait rajouter, en fait, on donnerait plus de 20% de façon à ce qu'il soit aussi sur donc le deed ou la propriété, oui, le nom, qu'on soit tous les deux dans la propriété, au cas où, comme ça, je me dis, s'il m'arrive quelque chose, il est quand même titulaire, entre guillemets, du bien pour le probate et tout ça, ça sera plus facile. Est-ce que vous voulez qu'il soit dans le mortgage aussi ou rien que dans le deed? Je ne sais pas si c'est possible pour lui, qui est donc résident en Europe, de prendre un mortgage aux États-Unis aussi ou pas. C'est pour ça on s'était dit peut-être qu'il apporte que du cash. Le montant qu'il aura. Moi, j'apporte du cash et je prends un mortgage puisque moi, je suis là-bas. Donc, c'est pour ça que ça devient un peu compliqué toute cette histoire parce que moi, j'ai un Social Security, ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis, mais lui, non. Et je regardais un peu dans le IRS website et il mettait qu'il fallait qu'il ait un ITIN. Donc, alors, tout ça, ça a l'air plus compliqué que ce que c'est parce que quand vous lisez, c'est très compliqué. Mais appelez-moi après et je pourrais vous guider. Vous pouvez faire de toutes les façons. Vous pouvez être juste vous sur le mortgage et vous deux sur le titre. Et vous pouvez les deux être sur le mortgage, je vous expliquerai. Bien sûr, tout ce qui est titre et tout, c'est toujours mieux de parler à un avocat. Mais appelez-moi, il y a des solutions dans les deux cas. OK. Bon, je garde votre email et je vous contacte. Mais là, je viens d'arriver hier à Paris, donc je suis à contre-courant là. C'est pour ça que je suis arrivée en retard. Je m'étais dit, j'espère que vous n'en avez pas parlé. Je me suis réveillée. Juste à l'heure. Jet lag. OK, bon, je vous contacterai alors. OK, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Brigitte. Merci d'avoir pris la parole. Bonne journée, bonne soirée. Merci. Oui. On a une question sur Facebook de Marc. Marc nous demande comment expulser un locataire à Miami. Est-ce que il a mis, bien sûr, il a mis en complément. Est-ce que c'est plus simple d'expulser que dans les autres États Alors, c'est plus simple, oui. Que les autres États, ça, non. Enfin, je ne connais pas la loi des autres États là-dessus. Est-ce que c'est plus simple qu'en France? Oui. Est-ce que c'est possible? Oui. Mais pareil, vaut mieux toujours, quand on arrive à cette situation-là, mieux vaut essayer de trouver un arrangement entre vous plutôt que d'aller d'aller et de faire toute la procédure. Ça vous coûtera moins cher. Et si ce n'est pas possible, oui, il y a une procédure et il y a une façon de faire, effectivement. Combien de temps ça prendrait? J'ai vu en 1 ou 2 mois. Parfait. À partir du moment, et pareil qu'en France, à partir du moment où on a bien envoyé exactement ce qu'il faut comme relance, comme il y a une procédure, évidemment. J'ai vu une question que j'avais un petit peu ratée. Pierre, qui est toujours là. Pierre, du coup, désolé,
Voilà, votre question, je vais la poser tout de suite. Y a-t-il une saisonnalité sur les prix? Est-ce que c'est moins cher d'acheter en hiver qu'en été? Bonne question. Hmm. Euh, euh, il y a toujours des moments où c'est un peu plus creux que d'habitude. Donc, je vais dire, par exemple, septembre, octobre, tout le monde rentre. Même août, c'est les bons moments c'est des meilleurs moments pour acheter. Voilà. Et même jusqu'en décembre, c'est un peu plus creux là, à ce moment-là. Mais en même temps, août, c'est difficile d'acheter parce que, enfin, c'est plus dur. Moi, le problème, c'est aussi les assurances. Et quand on a une assurance on est en pleine saison des ouragans, ils sont un peu plus frileux et les prix sont un peu plus chers pour les assurances. Voilà. Donc, pour moi, un beau moment, c'est septembre-octobre, quand c'est plus calme pour nous d'ailleurs. Parfait. Alors, j'avais vu une question sur Facebook. Ah oui, en combien de jours on peut acheter? Alors, sans emprunt, 15. On peut aller jusqu'à 15. Avec un emprunt, ça dépend de l'emprunt. En général, c'est 45 jusqu'à 60. Mais on l'a vu déjà en 30 jours. Betty? Oui, tout à fait. Alors, ça dépend si le client est résident américain ou pas, parce que quand il est résident, c'est plutôt simple. Les documents n'ont pas besoin d'être traduits, tout ça. Donc, ouais, on peut le faire en 30 jours. Quand c'est un client qui habite à l'extérieur, ça prend un peu plus de temps, parce qu'à cause des traductions. Mais de toutes les façons, le plus important, c'est que quand le client est réactif, ça veut dire on lui demande les papiers, il nous les envoie tout de suite. Là, on avance super rapide. Donc, ça dépend beaucoup de la réactivité du client. Parfait. On a quelqu'un qui demandait si tu pouvais intervenir concernant, nous donner un mot sur comment se passe la construction et la main-d'œuvre en Floride. Alors, c'est pas ma spécialité, hein, mais la construction, le plus dur, c'est bien vous entourer. C'est d'être avec un bon général contracteur, qui est en fait la personne qui va chapeauter toute la construction, et que les plans qu'il fait avec l'architecte soient acceptés le plus rapidement possible par la ville dans laquelle vous voulez construire. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus long, en fait. C'est tomber sur des gens qui ne savent pas faire leur métier, et une construction, au lieu de prendre 1 an, va prendre 3. Voilà. Ou parce que les plans ne font que venir et repartir, venir et repartir. Après, il y a des endroits où il est un peu plus facile de construire, où la ville est un peu moins stricte sur ce qu'on leur présente au niveau des plans. Et il y a d'autres villes comme Coral Gables, par exemple, qui ça prend un peu plus de temps et il faut vraiment être précis et être super bien entouré. En fait, c'est ce qui est le plus important. Parfait. On arrive à la fin et j'ai promis que j'allais la faire. Donc, on a reçu une question pour toi, Gary. Apparemment, tu as un secret pour la cuisson du bœuf Wellington. Donc, voilà, je pense que tu sauras de qui ça vient. Il m'a demandé du coup de te poser cette question. Quel est le secret? Non, mais vraiment, on est sérieux parce que je peux y aller. Hein. On la veut, cette recette. Alors, vous avez… Il y a un vrai secret. Le vrai secret, c'est quand on fait les champignons, être bien sûr d'abord ne pas les mixer. Il faut les couper avec un couteau très finement. Et quand on les cuit, bien sûr qu'il n'y ait plus d'eau. En fait. Que ce soit limite un terreau. Voilà. Après, je peux vous donner… attendez, mais il faut que je regarde. Alors, Gary, j'ai la cuisson. Gary, il a dit qu'il nous avait tout chez lui pour le goûter d'abord. C'est ça. Voilà, très bien. Bon, c'était la petite minute détente en ce mi-juillet. Si vous n'êtes pas déjà sur la plage, merci à vous deux, en tout cas, d'avoir répondu, joué le jeu et d'avoir été précis dans vos réponses. Je pense que c'est apprécié de tout le monde.
J'espère. Moi, je vous dis que c'était top et j'espère qu'on pourra faire un point prochainement sur le marché en Floride. Donc, n'hésitez pas à rester abonné au newsletter de French Morning pour voir nos actus. Et comme vous savez, tous les mardis, on vous donne rendez-vous pour différents sujets de la vie d'expatriés. Donc, regardez bien les invitations et j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit pour ceux qui sont en France, sur la côte Est, et un bon apéro pour ceux qui sont en France. Merci à tous et à bientôt sur French Morning. Bonne journée. Merci. Au revoir, merci beaucoup.